Vous avez enfin acheté un joystick, peut-être même une belle manette des gaz. Vous installez tout ça, vous lancez DCS World et très vite, vous attendez toujours le même conseil. Il te faut un palonnier. Au début, on se dit que ce n'est sûrement pas indispensable. Après tout, la plupart des joysticks possèdent déjà un axe de rotation pour contrôler le lacet. Pourquoi dépenser encore une centaine, voire plusieurs centaines d'euros pour une fonction que l'on a déjà? Et puis, on commence à regarder les prix. 100 €, 150 €, 300 €, 500 €, parfois même davantage. Pour deux pédales qui bougent sous un bureau, cela commence à faire cher. Alors, une question se pose. Est-ce qu'un simple palonnier en plastique suffit largement ou est-ce qu'il faut investir dans un modèle entièrement métallique avec un mécanisme digne d'un simulateur professionnel? Et surtout, est-ce que ça change vraiment quelque chose en vol? Parce que si vous pensez que le palonnier sert uniquement à tourner au sol, vous risquez d'être surpris. Aujourd'hui, on va voir à quoi sert réellement un palonnier, quelles sont les différences entre les principaux modèles du marché et surtout, lequel choisir en fonction de votre budget et de votre façon de voler. Pendant longtemps, moi aussi j'utilisais l'axe Z de mon joystick. Comme beaucoup de débutants, ça fonctionnait. Enfin, je croyais que ça fonctionnait. Le problème n'est pas que l'axe Z soit inutilisable, c'est qu'il manque fondamentalement de précision. Lorsque vous tournez la poignée pour agir sur le lacet, vous sollicitez les mêmes muscles que pour le roulis et le tangage. Résultat, vous déplacez aussi le manche sans le vouloir. À peine, mais ces micro-mouvements finissent toujours par se voir. C'est précisément là que le palonnier fait toute la différence. Il sépare complètement les commandes. Les mains pilotent le roulis et le tangage, tandis que les pieds gèrent le lacet, comme dans un véritable avion. En vol de croisière sur un avion moderne à commande de vol numérique, cela ne pose généralement pas de soucis. En revanche, dès qu'il faut réaliser une manœuvre de précision, évoluer aux limites de l'enveloppe de vol ou effectuer un atterrissage par vent de travers, ces mouvements parasites deviennent immédiatement pénalisants. Sur les avions hélices, le palonnier est indispensable dès le décollage. Sans lui, l'appareil dévie sous l'effet du couple moteur, vous corrigez au manche et vous amplifiez le problème. L'atterrissage par vent de travers est probablement l'exemple le plus parlant. Il faut incliner les ailes pour compenser la dérive tout en gardant le nez parfaitement aligné avec la piste. Ces deux actions doivent rester totalement indépendantes. Impossible de faire cela proprement avec une simple rotation de poignet. Et si vous aimez les hélicoptères, il n'y a plus de débat. Chaque variation de puissance, de vitesse ou chaque rafale de vent demande un ajustement de l'anticouple. Piloter un hélicoptère avec l'axe Z, c'est comme essayer d'écrire avec un crayon coincé entre deux doigts. C'est techniquement possible, mais on n'obtiendra jamais la même précision. Le palonnier ne sert d'ailleurs pas qu'en vol. Sur certains appareils dépourvus de roulettes de nez directrice, il est indispensable pour manœuvrer efficacement au sol grâce aux freins différentiels. Sans eux, certains roulages deviennent tout simplement ingérables. Enfin, il y a un aspect souvent sous-estimé, le confort. Pendant une session d'une ou 2 heures, devoir tordre continuellement son poignet devient vite fatigant. Avec un palonnier, les mouvements deviennent naturels, les mains pilotent, les pieds coordonnent. Non seulement le contrôle est plus précis, mais les longues sessions sont aussi bien moins fatigantes. Maintenant qu'on sait pourquoi c'est utile, passons à la vraie question. Pourquoi certains palonniers coûtent-ils à 120 € et d'autres dépassent les 500? Est-ce qu'on paye uniquement le métal ou existe-t-il de vraies différences? Il existe effectivement plusieurs conceptions, et ce sont elles qui expliquent l'essentiel des écarts de prix. Les modèles les plus simples utilisent un système à glissière, c'est ce qu'on l'on retrouve sur la majorité des palonniers d'entrée de gamme. Les pédales coulissent sur des rails, le principe est simple, efficace et parfaitement suffisant pour débuter. En revanche, avec le temps, la poussière s'accumule, les frottements augmentent et le mouvement perd en fluidité. Pour des corrections très fines, on ressent parfois un léger effet d'accroche, rien de dramatique au début, mais cela devient perfectible à mesure que l'on progresse. Pour éliminer ces défauts, on passe au système ACAM. Ici, un mécanisme guide précisément le mouvement des pédales, la résistance devient plus progressive, le retour au neutre est plus franc et les petites corrections beaucoup plus naturelles. C'est généralement le meilleur compromis entre réalisme
précision et prix. On retrouve cette technologie sur différentes références comme le MFG Crosswind. Enfin, tout en haut de la gamme, on retrouve les mécanismes pendulaires. Cette fois, les pédales ne glissent plus. Elles pivotent autour d'un axe supérieur, suspendu, comme sur de nombreux avions de chasse. Lorsqu'on pousse une pédale, l'autre revient naturellement vers soi. Le mouvement est plus proche de celui d'un véritable cockpit, ce qui explique en grande partie pourquoi ces modèles dépassent souvent les 500 €. Mais le mécanisme n'est pas le seul élément qui influence la qualité d'un palonnier. Plusieurs détails, parfois discrets sur une fiche technique, font une vraie différence une fois installés dans le cockpit. Les capteurs d'abord. Les modèles d'entrée de gamme utilisent souvent des potentiomètres. Un contact mécanique mesure la pression des pédales. C'est une technologie qui fonctionne très bien au départ. En revanche, avec les années, les pistes s'usent, des micro-sauts apparaissent et la précision finit par diminuer. Les modèles plus récents utilisent des capteurs magnétiques à effet Hall. Comme ils fonctionnent sans contact direct, le signal reste propre, stable et pratiquement inusable. C'est un vrai avantage si vous comptez conserver votre matériel plusieurs années. L'ergonomie joue également un rôle important. Un palonnier trop étroit oblige à garder les genoux rapprochés pendant toute la session. Ce n'est pas seulement une question de confort, la position est moins naturelle et les mouvements perdent en précision. A l'inverse, un écartement adapté permet de piloter plus détendu avec davantage de finesse. Le poids et la stabilité sont souvent sous-estimés. Un palonnier léger en plastique a tendance à reculer dès que l'on appuie franchement sur une pédale. On finit alors par retenir le palonnier avec les jambes ou par doser ses mouvements différemment sans même s'en rendre compte. Les modèles plus lourds, souvent construits en métal, restent parfaitement en place et offrent un contrôle beaucoup plus constant. Autre point important, les freins différentiels. Certains palonniers intègrent un axe de freinage sur chaque pédale, tandis que d'autres en sont dépourvus. Si vous pilotez des warbirds, des avions de ligne ou tout appareil nécessitant un roulage précis, il devient rapidement indispensable. Ce n'est pas le premier critère auquel on pense, mais c'est souvent celui que l'on regrette d'avoir négligé. Enfin, il existe un modèle un peu à part, le VKB T-Rudder. Ici, on ne pousse pas les pédales vers l'avant. Elles s'actionnent par mouvement vertical, en appuyant vers le bas. Cette conception le rend particulièrement compact, très précis et évite également de faire reculer votre chaise. En contrepartie, les sensations sont très différentes de celles d'un palonnier classique. Certains pilotes l'adorent, d'autres ne s'y habituent jamais. C'est donc un excellent produit, à condition que cette ergonomie vous convienne. Maintenant, quel modèle recommanderais-je pour quel pilote? Si vous découvrez la simulation aérienne, inutile de viser tout de suite le très haut de gamme. Le Logitech G-Flight Rudder Pedals se démarque. Il reste très abordable et confortable. Il intègre des freins différentiels ainsi qu'un réglage de la résistance. Son principal défaut vient de son système à glissière en plastique qui perd progressivement en fluidité avec le temps. Si vous venez d'acheter votre premier joystick, commencez ici. Vous pouvez toujours évoluer plus tard. Quand on veut franchir un cap sérieux, un modèle s'impose naturellement. Le MFG Crosswind. C'est probablement la référence la plus reconnue par la communauté et pour de bonnes raisons. Son mécanisme à canne est remarquablement fluide et robuste. Ses capteurs magnétiques garantissent une précision durable et ses nombreuses possibilités de réglage permettent de l'adapter précisément à votre façon de voler. Si vous regardez les cockpits des simmers les plus expérimentés, c'est souvent lui que vous retrouverez. C'est ma recommandation principale de cette analyse, le meilleur rapport coût-qualité, précision et durée de vie du marché. Si cependant vous voulez aller encore plus loin, deux modèles se distinguent. Le Virpil VPC Ace partage la philosophie du Crosswind. Avec une construction entièrement métallique et une qualité de fabrication exceptionnelle, c'est un produit conçu pour durer des années. Le Thrustmaster TPR joue dans une catégorie à part. Son mécanisme pendulaire suspendu reproduit les sensations les plus proches d'un véritable cockpit. En contrepartie, c'est aussi le modèle le plus imposant et le plus onéreux. À ce niveau de prix, vous ne cherchez plus le meilleur rapport qualité-prix, vous cherchez le meilleur, tout simplement. Au final, le meilleur palonnier n'est pas forcément le plus cher, c'est celui qui correspond à votre façon de voler. Mais
s'il ne fallait retenir qu'une seule idée de cette vidéo, ce serait celle-ci. Le meilleur palonnier, c'est celui auquel vous ne pensez plus une fois en vol. Celui qui fait exactement ce que vous lui demandez, sans friction, sans approximation, jusqu'à devenir complètement transparent. Alors, axe Z ou vrai palonnier? Je pense que vous connaissez désormais la réponse.